Bonjour, donc Grégory Com, je suis juriste, je ne suis pas Gaël Cana, président de Tutélec, vous en êtes douté. Donc nous attendons quelques petites secondes et nous allons pouvoir commencer ce Facebook Live et l'envoi des questions. Euh, donc voilà, donc, nous commençons dans quelques petites secondes. Voilà, dans quelques petites minutes, on commence. On attend encore deux-trois personnes et on va lancer. Ok. Eh bien, si vous en êtes d'accord, nous démarrons ce petit Facebook Live. J'en profite pour me présenter et les membres du SILEC vont m'envoyer au fur et à mesure des questions qui ont été déjà posées en avance et d'autres qui peuvent arriver. Donc, je m'appelle Grégory Com, je suis juriste de formation et de profession. Je suis aussi expert en politique de santé. J'ai une carrière où je suis passé entre le milieu hospitalier, le milieu des fédérations. J'ai aussi directeur adjoint de l'ordre infirmier. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à vos questions sur la loi infirmière. Et donc, la première question qui a été posée, que donc Gaël Cana me répercute, c'est qui porte la loi infirmière, quel est, je dirais, le parcours de cette loi. Alors, ça remonte à un petit moment. C'est une loi. J'ai presque envie de dire, le décret date de 2004 et presque depuis 2004, on avait déjà envie de le réformer. Donc en fait, c'est toutes les associations, syndicats et l'ordre, quand il était créé, qui avaient pour mission de faire évoluer la profession infirmière. Voilà, vous allez me dire, ok, c'est pas très concret. Donc pour être plus concret, la première annonce officielle de la future ouverture des travaux sur la loi infirmière, ça s'est fait suite aux demandes incessantes de l'Ordre national des infirmiers pour obtenir une réingénierie du diplôme. Et donc c'est Olivier Véran qui, en 2022, annonce, lors d'un colloque de l'Ordre, nous allons réformer la profession infirmière dans les semaines à venir. Bon, un petit décalage de temps. Euh, les gouvernements successifs, changements, élections présidentielles, législatives, chaque fois disaient on va ouvrir. Et il y a eu de fortes demandes faites régulièrement justement pour obtenir cette réingénierie du diplôme. Puis a été mis en place par le gouvernement et par la DGOS un premier groupe de travail fait sous l'égide notamment du CNPI d'Evelyne Malaquin, que je salue et donc qui a fait un travail extraordinaire, et aussi d'autres consultations qui ont été faites auprès d'autres entités, notamment l'Ordre, notamment le collectif des infirmiers en colère, qui ont été aussi régulièrement sollicités. Puis, vous le savez, est arrivée la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc cette loi qui devait être portée par le gouvernement est tombée en même temps que le gouvernement et que l'Assemblée nationale. Élection, changement de professionnels, changement de députés. Et donc, on s'était posé la question tous, est-ce que la loi va revenir? Et effectivement, c'est une loi parlementaire, d'initiative parlementaire, une proposition de loi parlementaire. Donc, c'est à la fois Frédéric Valtou, ancien ministre, Madame Dubré-Chirat, députée, qui ensemble co-signent la loi et la déposent. D'ailleurs, on a eu beaucoup
d'autres parlementaires qui l'ont signé et soutenu, ce qui était plutôt un bon signe. Si vous voulez avoir justement la preuve de ce parcours, donc effectivement il faut regarder les CP successifs, mais aussi regarder l'exposé des motifs et la justification globale de la loi qui a été déposée, qui fait ce parcours, qui cite d'ailleurs un sondage du groupe ELAB, c'est ceux qui font les sondages, notamment pour BFM TV, mais qui étaient aussi qui sont les communicants de l'ordre, et qui avaient fait ce sondage à la demande de l'ordre, qui montre que à la fois les infirmiers sont prêts, et surtout les Français sont prêts pour les réformes, et que les gens ont de plus en plus de mal à avoir accès aux soins. Donc, si on résume, qui porte cette loi, c'est une loi d'initiative parlementaire, donc ce sont des parlementaires, et c'est l'union successive de toutes les forces infirmières qui ont poussé les lignes pour sensibiliser sur les problèmes à la fois de reconnaissance de la profession et d'accès aux soins, qui ont permis à cette loi de commencer son parcours parlementaire, parce que, je le rappelle, je vois beaucoup fleurir sur les réseaux sociaux, et c'est très bien des gens qui se réjouissent en disant « on a gagné, c'est formidable ». Non. La loi aujourd'hui, elle a été votée à l'Assemblée nationale, unanimité, plutôt bien. Elle a été votée ensuite au Sénat, unanimité. Mais aujourd'hui, elle doit encore passer en CMP, commission mixte paritaire. Donc cette commission mixte paritaire, c'est la réunion de 6 députés et 6 sénateurs qui vont voir s'ils peuvent se mettre d'accord sur un texte. S'ils se mettent d'accord, et là, ils peuvent enlever certaines choses de la loi, on va y revenir. S'ils se mettent d'accord, ce texte va être revoté par les deux chambres, et après, il peut être publié. Mais le parcours sera encore long. Il faudra faire les textes administratifs qui permettront de définir les décrets et règlements, les décrets et arrêtés qui permettront justement d'appliquer cette loi. Donc, ne nous réjouissons pas trop. Le parcours est encore long. Rien n'est gagné. Alors, autre question. Derrière, est-ce qu'il y a des amendements qui ont été adoptés ou rejetés? Comment elle a évolué? Alors ça, c'est une question assez importante parce que souvent, on se pose la question, souvent on se disait, quand une loi arrive pour bénéficier aux infirmiers, elle peut être diminuée par les parlementaires qui parfois disent attention, on ne veut pas froisser telle ou telle profession. Là, ça a été l'inverse. C'est quand même un vrai tournant politique. C'est une loi qui s'est enrichie au fur et à mesure de son parcours parlementaire. La loi de base, elle instituait quoi? Elle était en 2 articles, un troisième qui est un article financier, mais dont on ne va pas parler parce que c'est pas pour financier pour vous, c'est pour l'équilibrage financier de la loi, c'est technique, je passe. L'article premier se plongeait sur le métier socle, le métier infirmier, et permettait de passer d'un décret d'acte, ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire la liste de ce que vous pouvez faire et ne pas faire, à un décret à mission, quelque chose de beaucoup plus large. Derrière, là où il y a eu une vraie ambition de la part du texte initial, et on peut remercier tous ceux qui ont contribué à inspirer ce texte, je vais dire comme ça, c'est que le législateur a décidé de mettre au niveau de la loi, c'est-à-dire assez fort juridiquement, la consultation infirmière, le diagnostic infirmier, la prescription infirmière et une liste de missions. Ça, déjà, c'était plutôt très, très, très intéressant parce que déjà, on allait sécuriser plusieurs choses. Il y a des points qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Un des points les plus importants, l'accès direct au rôle propre infirmier. Donc ça, c'est quelque chose qui a été largement demandé. Le SILEC, notamment, l'a demandé à multiples reprises dans ses rendez-vous parlementaires. C'est le fait qu'un infirmier, dans le cadre de son rôle propre, donc le rôle qui n'a pas besoin de prescription, puisse recevoir directement un patient et déclencher l'ensemble de son rôle propre. Donc là aussi, plutôt intéressant, parce que ça veut dire que ce point qui n'était pas mis dans la loi, c'est les parlementaires qui, au regard de ce qu'ils voient dans leur circonscription, ont dit on a besoin de ça, on a besoin que les infirmiers puissent déclencher directement. Et il y a un ajout intéressant au Sénat. C'est-à-dire qu'au Sénat, le sénateur Jean Sol, que je salue, a précisé ce texte en disant, dans l'exposé sommaire, vous savez, quand quelqu'un dépose un amendement, il y a une première partie qui est le texte juridique et une deuxième partie qui est l'intention du législateur. Pourquoi il porte cet amendement? Et il explique, à très juste titre au niveau juridique, que normalement le rôle propre,
devrait pouvoir se faire sans problème. Il n'y aurait pas besoin de passer par un médecin traitant pour déclencher le rôle propre, parce que justement c'est un rôle sans prescription. Mais que malheureusement, en ville notamment, il n'y a pas de prise en charge financière du déclenchement d'un rôle propre sans prescription par le médecin traitant. Donc, légalement parlant, ça fait des années que ça aurait pu être fait, mais ça fait des années que justement ce n'est pas encadré juridiquement avec cet amendement et cette précision du sénateur. Aujourd'hui, et dans les futures négociations, la CNAM devra prendre en compte ça et financer l'accès direct. Alors, je fais une petite aparté, pardonnez-moi, je vais en faire quelques-unes ce soir. N'hésitez pas à vous plaindre dans le chat, ce sont les membres du SILEC qui voient le chat, ils n'hésiteront pas à me le faire remarquer. Donc je fais une petite aparté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le législateur, encore une fois, je le répète, le texte peut encore bouger en CMP. Dans le texte où il est aujourd'hui, normalement, vous aurez le droit, pas encore, il faut que le texte soit publié, de recevoir un patient directement, de mettre en avant la totalité de vos compétences en rôle propre et de les déployer. C'est-à-dire que vous pourrez déployer la consultation et vous pourrez déployer les prescriptions qui feront partie de votre rôle propre. Il n'y a pas marqué dans le texte de loi que c'est à la découpe. C'est pas on va faire une consultation de tel point, de tel point. C'est une consultation globale sur l'ensemble de vos compétences infirmières. Et là, clairement, la CNAM devra en prendre compte impérativement dans le financement de la future consultation infirmière qui permettra, selon votre façon de juger cliniquement le patient et surtout selon le droit du patient et sa volonté, qu'est-ce que vous allez déclencher ou non. On ne peut pas vous limiter là-dedans. L'intention du législateur est assez claire. Donc il y a eu effectivement ce rôle propre en accès direct qui est intégré comme une mission particulièrement importante. Il y a d'autres choses qui ont été mises en place. Il y a la reconnaissance des soins éducatifs à la santé et à la santé au travail, en plus des missions. Il y a la coordination et l'orientation, les liens entre les deux. Donc montrer votre rôle de coordination et d'orientation du patient. Vous allez me dire, c'est des choses que vous faites tous les jours. Oui, mais là, ça sera enfin reconnu. Petit point qui me chagrine, il en faut bien. Il y avait été mis en mission 4 bis le soin relationnel. Alors, le soin relationnel n'a pas été supprimé de la loi. Il existe toujours dans la reconnaissance de ce qu'est le rôle infirmier. Mais il avait été mis de façon précise comme une mission, donc le soin relationnel, le fait de prendre en charge le patient, pas que dans le curatif, mais discuter, échanger avec lui, le rassurer. Le fait d'en faire une mission, c'est que ça aurait pu être quelque chose de facturable. Malheureusement, ça a été supprimé au Sénat. C'est plutôt dommage. Et venons-en peut-être au point qui vous intéresse le plus, la partie financière et la partie pénibilité. Alors, de la même façon, une des demandes qui a été faite par le SILEC était l'urgence de prendre en charge cette revalorisation financière. Et a été porté par des parlementaires le fait que quand il y aurait la publication et l'actualisation de l'arrêté sur les fameuses, les domaines d'activité, les actes et soins réalisés par les infirmiers, impérativement, il fallait tenir compte, justement, d'une revalorisation financière, c'est obligatoire, c'est-à-dire que si l'arrêté sort, avant, une négociation a dû être mise en place, et ça, quel que soit le lieu d'exercice, parce que souvent on me dit que ça ne concerne que les libéraux. Non, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et l'autre point, mais on y reviendra plus en détail, cette négociation devra aussi prendre en compte la pénibilité du métier. Ça a été rajouté en séance, ça pourrait être enlevé en CMP. Mais en tout cas, ça a été rajouté en séance. Donc aujourd'hui, pour que le futur texte sorte, il faudra ces négociations. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les négociations aboutissent, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des négociations sur l'aspect financier, l'aspect pénibilité. Il y a d'autres points aussi qui ont été adoptés, notamment sur l'article 2. Alors je vais passer certains articles techniques, on y reviendra si vous avez des questions, parce qu'il y a eu plein d'autres articles. On a l'article 1 quater, l'article quater A, quater tout seul. Mais dans l'article 2, c'est un article qui est centré sur la pratique avancée et qui va indiquer plusieurs choses, notamment des nouveaux lieux où la pratique avancée pourra s'exercer. Il y a un amendement gouvernemental porté par Yannick Neuder qui permet de reconnaître les spécialités
en pratique avancée. Donc si vous avez des questions, j'y reviendrai dessus. Et un autre point qui moi, me tient à cœur, c'est la possibilité pour la pratique avancée d'avoir une approche populationnelle, c'est-à-dire façon de prescrire de façon un petit peu plus large. Un autre point intéressant est le fait que les infirmières scolaires puissent être reconnues en tant que spécialité infirmière. Ça a été un des rajouts faits au Sénat. Donc voilà pour certains rajouts importants, intéressants. Alors il y a une question qui remonte. Que veut dire exercice illégal de la médecine? Alors, la loi, et encore une fois, vous allez m'entendre souvent remercier Yannick Neuder, donc le ministre de la Santé, et c'est normal, parce que je tiens à le dire lors de ce live, Yannick Neuder est intervenu régulièrement pour sécuriser, faire évoluer la loi et se battre contre des choses qui auraient été compliquées. Vraiment, on a une chance, c'est un ministre qui a beaucoup œuvré pour le rôle infirmier. Il a publié le décret IPA, l'arrêté IPA. Il travaille sur les textes sur plaies-cicatrisation qui sont en souffrance depuis des années. Frédéric Valletoux avait énormément travaillé sur tous ces sujets et il faut le remercier. Sans lui, beaucoup de choses n'auraient pas pu être faites. Frédéric Valletoux et son équipe. Mais il faut reconnaître aussi que là, Yannick Neuder est régulièrement intervenu pour sauver cette loi et de ses attaques. On va revenir sur les attaques que cette loi a eues. Et l'exercice illégal de la médecine, c'est le fait pour un professionnel de faire un acte sur un champ médical. Et la loi, en préambule, pas en préambule, au début de l'article 1 plutôt, instaure une exception d'exercice illégal de la médecine pour les infirmières et les infirmiers. Alors ça ne sort pas de nulle part. Les IPA ont cette exception. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir faire toutes les missions du champ médical. Bien évidemment que non. Ça veut dire que dans le cadre de votre rôle, si parfois ça déborde un petit peu, on peut avoir certaines compétences qui auraient été du champ médical, certains points de consultation, certaines prescriptions qui pourraient être des médicaments à prescription médicale exclusive. Donc c'est des petits points de détail, mais c'est une sécurisation juridique extrêmement forte pour vous. Encore une fois, ce point avait été enlevé. Cette exception, ça avait été enlevé en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Heureusement que Yannick Neuder est venu porter un amendement pour le réinstaurer. C'est un amendement qui vous sécurise juridiquement, qui sécurise votre responsabilité. J'en profite, quitte à faire cet hommage à Yannick Neuder. Il a défendu des points extrêmement importants. Il y a eu un amendement qui avait été déposé, alors c'est assez caustique, c'est-à-dire c'est un amendement qui avait été déposé pour que vous n'ayez plus le droit de prescription, c'est un premier amendement, et qu'un autre avait été déposé pour que, par contre, vous puissiez appliquer des prescriptions orales du corps médical. Donc vous enlevez le droit de prescrire, et par contre, on vous obligeait à appliquer des prescriptions orales, donc sans aucune preuve. Ça vous aurait mis dans une difficulté juridique terrible. Parce qu'en fait, voilà, encore une fois, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce live ce soir, c'est que votre meilleur ami, c'est l'écrit. C'est le juriste qui parle. Lors d'un contentieux, c'est l'écrit qui fait foi. Vous allez me dire, oui, il peut y avoir des témoignages, certes, mais l'écrit, c'est quand même la preuve clé. Et si cet amendement avait été adopté, le fait que, justement, il y ait la légalisation des prescriptions orales, ça veut dire que vous auriez injecté un produit, et ça aurait été votre parole contre celle du médecin de est-ce qu'on vous a dit d'injecter le bon produit ou pas. Vous n'auriez jamais pu le prouver, mais par contre, on aurait pu prouver que c'est vous qui avez injecté. Donc vous auriez une responsabilité accrue sans en avoir les pouvoirs. Remercions Yannick Neuder de son intervention très forte sur cette partie traçabilité. C'est une intervention qui vous a énormément sécurisé, mais qui en plus sécurise le patient et en cas de contentieux qui permet d'avoir une vraie vision de ce qui se passe. Donc encore une fois, c'était plutôt quelque chose de très 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 fort à ce niveau-là. L'autre point, pareil, un amendement qui a été repoussé en séance, c'était le fait que vous ne puissiez pas prescrire certaines choses notamment sur de la vaccination ou autre. Ça a été repoussé encore une fois. Merci à Yannick Neuder. Donc effectivement, tous ces points-là ont été repoussés. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les infirmiers libéraux? En fait, c'est ça qui va vous intéresser. Le point prioritaire, c'est que normalement, si derrière les négociations se font comme il faut et que l'administration applique l'intention du législateur,
vous aurez la possibilité, sur votre rôle propre, de prendre en direct des patients, de faire votre analyse clinique au niveau infirmier, pas à notre niveau, on ne sort pas du niveau infirmier, c'est pour ça que la loi est plutôt très bien écrite là-dessus, c'est diagnostic infirmier, consultation infirmière, donc dans votre domaine de compétences. Et à ce niveau-là, vous pourrez, au regard de votre analyse clinique, soit déclencher des choses qui reviennent de votre compétence propre, c'est-à-dire que vous analysez que vous pouvez déclencher, soit réorienter. Et évidemment, pour tout ce qui nécessite une compétence supérieure, une compétence par votre rôle prescrit, il faudra une prescription du médecin. Mais vous restez en exercice coordonné, c'est-à-dire que vous êtes coordonné dans le parcours du patient, c'est-à-dire que l'information, elle va circuler avec le médecin, bien évidemment. Et ça, je pense que ça fait partie des points les plus importants pour vous. Donc maintenant, moi surtout, l'appel que je vais faire, c'est surtout, il ne faut pas que lors des négociations qui vont arriver, vous soyez, ce que j'ai dit un petit peu ce matin en intervenant au CROI de l'Ordre d'Île-de-France, il ne faut pas qu'il y ait une vente à la découpe de votre profession. Votre consultation, elle est pleine et entière. Voilà. Après, il peut y avoir certaines spécificités. Il peut y avoir, comme les médecins, une valorisation de consultations un peu plus compliquées, techniques, qui prennent plus de temps. Mais votre consultation et le déclenchement de vos compétences, ça doit être pleine et entière. Donc, derrière, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, donc je prends pas trop de temps non plus. L'élargissement des compétences, alors, question très pertinente. L'accès direct fera-t-il faire des économies? Alors, c'est tout le sujet. Tout le sujet, c'est comment on fait des économies. Alors, déjà, oui, la France, financièrement parlant, va pas super bien. Mais de l'argent dans la santé, il y en a. On a réussi à trouver 1,4 milliard aux dernières négociations conventionnelles pour les médecins, sans, je le rappelle, mettre de contraintes particulières ou d'incitation. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que le corps médical veut des incitations. Je rappelle juste qu'à la première convention qui a été refusée, il y avait ces incitations. C'est-à-dire si vous allez dans telle zone sous-dense, vous avez quelques bonus de rémunération, ça a été refusé. Et on leur a donné donc une convention sans ces incitations-là et avec le financement direct. Je ne vais pas leur jeter la pierre, ils ont fait cette belle négociation, ils ont réussi à récupérer plus d'argent, tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, effectivement, si demain vous avez des accès directs, c'est une source de ce qu'on appelle l'efficience. L'efficience, c'est quoi? C'est le meilleur soin au meilleur coût. C'est-à-dire que si le patient vient vous voir directement pour des soins infirmiers que vous pouvez déployer, il n'y a pas besoin de passer par un médecin traitant et d'une prescription inutile et d'une consultation inutile. Donc, la sécurité sociale fait des économies. Donc oui, l'accès direct infirmier est source d'économie. Maintenant, moi j'aurais tendance à dire, il faut qu'on fasse un petit peu ce qu'on fait sur la pertinence des soins, notamment dans l'établissement de santé. C'est-à-dire qu'il faut qu'une partie de ces économies vous soit reversée en valorisation. Ça fait partie des choses, je pense, importantes à faire. Donc oui, l'accès direct infirmier, on l'a calculé avec l'Institut Sapiens, mais aussi à l'époque Nicolas Bouzou, qui est un économiste très réputé, avait travaillé sur la contribution au Ségur de la santé de l'ordre infirmier, et il avait indiqué que tous ces points-là sont des sources d'économie énormes pour la santé, et que ça serait tellement énorme qu'on pourrait revaloriser la profession. Donc il faut que la CNAM en tienne compte, évidemment. Derrière, si la prescription infirmière est conditionnée à l'exercice en MSP, qu'en est-il pour ceux qui n'ont pas accès? Est-ce équitable? Alors, c'est une vraie question. Et ça, il va falloir voir comment les textes vont s'appliquer derrière. À ce stade, on n'a pas obligatoirement de grandes lignes directrices là-dessus. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, comment l'administration va interpréter le texte de l'accès direct et du déclenchement? Parce que si on prend le texte pur et dur, dans l'exercice de sa profession, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins. Il l'initie, il réalise et organise les soins infirmiers. C'est très clair. Vous voyez, c'est pas vente à la découpe. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit des produits de santé, des examens complémentaires nécessaires à la profession, puis la liste évidemment des produits de santé, est fixée par un arrêté du ministre chargé de la Santé et de la Sécurité sociale. Donc, à ce stade, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même une plus grande liberté que ce qui est prévu et que ce que demande cette question. Donc, pour moi aujourd'hui, il va y avoir toute une partie que l'infirmier pourra déclencher directement. Par contre,
il y a une expérimentation, on y reviendra plus tard, c'est autre chose. C'est là où il y a peut-être une confusion. C'est-à-dire que vous avez un accès direct sur votre rôle propre. Qu'est-ce que ça veut dire rôle propre? C'est ce que vous pouvez déclencher donc sans qu'un autre professionnel vous prescrive quelque chose. Donc vous aurez vous-même la possibilité de prescrire des choses de votre rôle propre. Par contre, effectivement, aujourd'hui, sur une expérimentation, ils ont rajouté une expérimentation dans le texte, il va y avoir une expérimentation sur votre rôle prescrit, c'est-à-dire le rôle sur lequel de base vous avez une prescription. Et en fait, là, ça sera un accès direct sur certains points de vos compétences, où de base, il fallait qu'un médecin prescrive, et qu'on vous permettra de faire sans prescription. Par contre, ils ont jugé qu'il fallait que ce soit en établissement ou un MSP. Moi, je déplore le retrait de la CPTS. Alors peut-être que vous allez me dire que les CPTS ne fonctionnent pas. Moi, je pense que c'est une formidable incitation à travailler ensemble, les CPTS, et surtout, vu qu'on veut que tout le monde ait des médecins traitants, la CPTS, elle a dans ses missions d'aider les gens entre des médecins traitants. Donc pourquoi se priver d'un si bel outil? Peut-on envisager un acte spécifique pour des situations exceptionnelles, prise en charge d'urgence, appel au cas? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été citées, ça s'appelle la gradation des soins. Régulièrement, on a parlé de la gradation des soins, c'est-à-dire que selon un degré de compétence, on pourrait avoir des compétences et des missions complémentaires, notamment si vous faites des DU ou autres. Je pense effectivement qu'il y a cette possibilité-là dans le texte de valoriser des DU, de valoriser des compétences complémentaires sur des situations spécifiques. Par contre, il ne faut pas, encore une fois, vendre à la découpe la profession et dire bon, ben ça, en fait, il faudra une formation complémentaire, ça, il faudra une formation complémentaire. Je vais vous prendre un exemple, que j'ai écrit un article juridique là-dessus. Prendre l'exemple de la vaccination et de l'obligation de la formation complémentaire pour la vaccination. Je m'en suis beaucoup ému, parce que de base, dans le débat parlementaire qu'il y avait eu, jamais n'avait été question de faire une formation complémentaire. C'est un ancien avis de la HAS qui a été pris, et qui disait qu'il fallait cette formation complémentaire. Je trouvais ça de base un peu injuste pour les infirmiers, et encore plus pour les IPA, qui de base, dans leur formation initiale, ont la formation à la prescription. Donc il faudra être vigilant, très vigilant, entre ceux qu'on va vous donner de base dans votre métier, là où il va falloir vous faire acquérir de nouvelles compétences, donc la formation continue, mais ça ne veut pas dire formation complémentaire. Formation complémentaire, c'est un diplôme en plus, formation continue, c'est une remise à niveau. Et là où il faudra des diplômes complémentaires. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, là, je vois la question revalorisation économique et mépris historique. Donc là, on est bien. On est au bon moment, je dirais. Pourquoi sommes-nous toujours la variable d'ajustement économique du système? Alors, merci pour cette question. Alors, parce que vous êtes très nombreuses. C'est une profession, 640 000 professionnels. Donc, quand on revalorise, le moindre centime qu'on met, ça fait des millions. Mais c'est aussi une vraie problématique française. C'est-à-dire qu'on estime que la santé, ce n'est que de la dépense. Alors qu'en fait, c'est une richesse pour l'État. C'est-à-dire que si la population est en bonne santé, elle travaille, elle va bien, elle produit de la richesse. Donc aujourd'hui, on a toujours pris le sujet infirmier, le sujet du financement des revalorisations financières infirmières en se disant attention, si on les rémunère mieux, ça va être une catastrophe, ça va coûter très cher. Non, il faut calculer plus loin que juste je te donne 1 euro, donc je multiplie par le nombre d'infirmiers. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que demain, si on vous fait monter en compétence, si on vous donne de l'accès direct, il y a d'autres endroits où il y aura moins de dépenses. Vous allez pouvoir faire plus facilement de la prévention, de l'éducation thérapeutique, qui va vraiment permettre aussi de faire des économies. Et puis derrière, vous êtes une profession qui, certes, pourrait gagner plus et pourrait dépenser plus, payer de la TVA et alimenter l'économie du pays. Donc, toujours prendre ce côté de dire les infirmiers, si on leur donne de l'argent, c'est de l'argent perdu. Non, c'est de la richesse pour l'État. Et il est temps d'aider à changer ça. Après, effectivement, la problématique et la variable d'ajustement, c'est que c'est une profession qui a été très longtemps et très souvent désunie. C'est-à-dire que c'est une profession qui, vous avez cette tendance à, quand vous voyez un autre pan de votre profession évoluer, à justement dire c'est pas normal qu'elle évolue, je veux pas. Là où d'autres professions se disent tiens, mon voisin a évolué, c'est bien, je veux autant. Donc il y a ce problème-là. Il y a aussi le fait de votre force politique, qui n'était pas assez haute, alors que vous représentez beaucoup de voix, 640 000 voix directes et encore plus indirectes. Je pense qu'on commence à prendre conscience de ça. Et surtout, moi ce que j'apprécie avec cette loi infirmière, c'est le fait qu'on voit à tout niveau
des syndicats, des collectifs, des associations, l'ordre, des ordres départementaux, régionaux, qui se sont emparés du fait politique, qui se sont emparés de cette connaissance-là, qui sont allés voir les députés, qui sont allés voir les sénateurs, et il y a eu, et c'est pour ça que la loi à l'avance, c'est qu'elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a eu une vraie prise de conscience totale de la profession qui a poussé pour que ça avance, et une vraie unité, ce que je n'avais jamais vu. Clairement, c'est une évolution, et là, grâce à ça, vous n'allez peut-être pas être la variable d'ajustement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi nos revenus diminuent pendant que nos missions augmentent? Alors, déjà, le vrai problème qu'il y a, c'est qu'on s'est tous mangé l'inflation. L'inflation, le coût de l'essence, certains actes qui ont été revalorisés différemment, et donc au final, vous vous y retrouvez pas. Et au final, effectivement, vous avez un pouvoir d'achat qui est de moins en moins grand, parce que déjà, on a mis du temps à vous revaloriser. Alors, ça fait des années qu'on ne vous a pas revalorisé de façon globale. Il y a eu des petites revalorisations par-ci par-là, il y a eu des réajustements, mais une vraie grosse réévaluation, c'était compliqué. Il y a eu, pour les salariés, la prime Ségur, pour vous non, mais cette prime Ségur, quand elle est arrivée, elle n'a pas rattrapé l'inflation, elle n'a pas rattrapé tout le retard qu'il y avait déjà. Donc l'effort doit être encore plus grand. C'est pour ça aussi que vous perdez de l'argent aujourd'hui. Alors pourquoi la reconnaissance passe toujours par ça coûterait trop cher pour nous alors que ce n'est pas le cas pour les médecins? Très bonne question. Je pense qu'il y a des gens dans le chat qui veulent que je me fasse que mon médecin traitant ne veuille plus me prendre en charge. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, c'est-à-dire que moi, les dernières négociations conventionnelles avec les médecins, au départ, quand il y a eu la première convention qui leur a été proposée, je l'ai trouvée d'un niveau incroyable, c'est-à-dire, mais dans le bon sens du terme, il y avait de l'ambition, il y avait une vraie vision politique de dire, ok, on va vous revaloriser les actes, mais vous devez prendre certaines missions qui vont aider aux déserts médicaux. Les syndicats de médecins libéraux ont refusé, estimant que c'était pas assez, c'est leur droit de syndicat. Le gouvernement a été obligé de mettre en place une fameuse médiation, une convention entre guillemets, je simplifie beaucoup juridiquement intermédiaire, en attendant de possibles et hypothétiques nouvelles négociations. Et le problème, c'est que quand il y a eu les négociations qui sont arrivées, les syndicats de médecins libéraux, qui avec un certain talent ont réussi à vraiment s'unir sur leur cause, ils ont fait tellement peur, je dirais, au gouvernement de l'époque que ils ont récupéré 30 € sans aucune condition. Alors, on voit quand même que le fait politique change. Il y a la PPL Garot qui arrive. Il y a donc celle sur la régulation des médecins. On pourra en parler si les gens ont des questions là-dessus. C'est personnellement une proposition de loi que moi je soutiens et je salue le courage de tous les signataires, du député Garot, mais aussi de tous les signataires de cette loi. En fait, comme ils ont une telle frappe politique, ils arrivent à avoir ça. Et aujourd'hui, personnellement, je trouverais que ça serait une faute de ne pas vous donner autant, alors que vous êtes bien plus nombreuses. Il y a eu 1,4 milliard pour eux. Je serais surpris et déçu qu'il y ait moins pour vous. Ça serait d'ailleurs difficilement compréhensible au regard du nombre des infirmiers, autant en libéral qu'au niveau du système hospitalier. Donc, je continue. Quand on nous donne le droit de prescrire certains pansements, on gagne 0 € quand la vraie revalorisation. Je vous comprends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le fait que votre premier acte est payé 100, le deuxième est payé 50, le troisième n'est pas payé, la complexité de facturation qui fait que, je crois que c'était pour les pansements, il y a je ne sais plus combien de pansements, de cotations différentes, ça devient n'importe quoi. Aujourd'hui, malheureusement, à chaque fois, on ne valorise pas tous les actes que vous faites, tous les actes techniques, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire point par point. C'est pour ça que les négociations conventionnelles arrivent. Il faut remercier aussi l'amendement sur la loi qui a été mis en place, parce que les lettres de cadrage et les lettres auprès des syndicats sont parties après l'adoption de l'amendement à l'Assemblée nationale sur la nécessité de négocier. Il faut vraiment remercier ce texte d'avoir mis ça en place. Il va falloir négocier point par point. Les négociations commencent, elles peuvent être longues. C'est sûr que c'est toujours bien quand on arrive à trouver une solution et une entente. Encore faut-elle qu'elle soit à la hauteur des ambitions qu'on veut donner à la profession infirmière. Pourquoi sommes-nous la seule profession à qui on demande de faire plus pour être payé moins? Encore une fois, parce que c'est une force politique. Alors, moi, je vous le dis,
Il y a des élections municipales, il y aura normalement des élections législatives dans quelques années, et peut-être plus tôt, mais pour la stabilité du pays, il est toujours bon d'espérer qu'on garde un petit peu nos parlementaires le temps que les lois aillent jusqu'au bout. Il faut qu'il y ait plus d'infirmiers qui soient dans la sphère politique, publique, et pas des rôles de subalternes. Il y a des choses très bien qui ont été faites quand on voit que effectivement on a la personne de Brigitte Feuillebois, une infirmière qui nous présente à la DGOS, c'est une bonne chose. Ça n'aurait jamais été possible il y a quelques années. Il faut juste espérer, par exemple, qu'un jour il y aura des ministres infirmiers. Voilà. Donc c'est un point politique important. Il faut que vous soyez encore plus représentés. Et je salue le travail des infirmières députés, des infirmiers sénateurs qui sont encore, et ceux qui l'ont été avant, qui ont travaillé sur tous ces points. Par exemple, je vous prends le certificat de décès. Sans Sereine Mauborgne, qui avait été députée à l'époque, on n'aurait jamais ça. Elle a porté ça, elle s'est battue. À chaque fois, elle a porté des amendements qu'on lui a refusés. Et c'est des années après que finalement ça aboutit. Donc c'est un travail long, mais que vous avez entamé et vous êtes emparé du fait politique. Et ça peut commencer à évoluer là-dessus. Alors, le SILEC pourrait-il être spectateur aux négociations ? Évidemment, il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux dire, Médecins pour demain, qui n'est pas un syndicat, a été régulièrement invité en tant que spectateur sur ces sujets-là. C'est un précédent qui est fait par la CNAM. Donc, il n'y aurait pas d'autres problématiques là-dessus. Après, effectivement, c'est pas signataire. Si Médecins pour demain est invité, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas cette invitation-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pénibilité, retraite, je m'y attendais un peu. Alors là, je vais prendre toutes vos questions et je vais y répondre parce que, en fait, ça va être un petit peu clair. Il y a la reconnaissance de la pénibilité pour l'idéal, changera-t-elle quelque chose pour nous ? La Carpinco est-elle obligée de s'aligner sur cette reconnaissance ? Quelle sera la suite ? Est-ce que cela peut conduire à un départ en retraite anticipée ? Que pourrions-nous concrètement avoir ? Aménagement en fin de carrière, retraite plus précoce, reconnaissance concerne-t-elle uniquement les hospitaliers ? 67 ans, c'est juste impossible. Je suis d'accord avec vous. Cette reconnaissance pourrait-elle améliorer l'attractivité du métier ? Donc, beaucoup de questions ultra pertinentes et je vous en remercie. On va prendre le texte. Voilà. Désolé, hein, c'est plus de 20h40. On parle de loi, on parle de texte. Moi, ça me passionne, mais je peux comprendre que ça puisse être compliqué. Je vais vous prendre le texte en lui-même. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe pour chacun de ces domaines d'activité la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. Donc après, vous voyez, on a l'émission, puis après on fixe. La publication et l'actualisation de cet arrêté donne lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d'exercice, donc il n'y a pas marqué libéral, pas libéral, hospitalier, fonction des différents lieux d'exercice, des évolutions de compétences envisagées. Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier. Donc ça veut dire quoi ? Alors déjà, ils ont annoncé il faut remercier le Sénat, et il faut remercier aussi, encore une fois, Yannick Neuder, qui a été pragmatique sur le sujet. Parce qu'au départ, le SILEC, à juste titre, s'est ému de la possibilité de supprimer cet article-là. Et effectivement, ce qui aurait été difficile, c'était que chaque actualisation aurait amené une nouvelle négociation. C'est-à-dire, vous changez une ligne, vous changez un médicament, vous devez retour négocier. Donc effectivement, le texte risque d'être un peu modifié, mais encore une fois, il faut remercier le Sénat et le président de la Commission des affaires sociales du Sénat pour avoir donné, je dirais, une voix de sagesse avec un soutien de l'ensemble des sénateurs et sénatrices, d'avoir dit on va un peu changer ça pour pas que chaque actualisation fasse une modification. Mais en fait, le but, c'est que il doit y avoir une négociation et la pénibilité, dans le cadre de cette négociation, doit être prise pour la rémunération des actes. Donc on est sur une pénibilité qui est sur de la rémunération. Donc ce n'est pas une pénibilité départ à la retraite plutôt, à ce stade, et après je vais vous expliquer les nuances, c'est on va devoir prendre les actes, chacun, et dire est-ce que cet acte est particulièrement pénible ? Est-ce qu'il va donc devoir être mieux rémunéré ? Ça en fait partie. Mais derrière, si demain il y avait une réforme de retraite prenant en compte certaines choses, la capitalisation, un départ à la retraite, plutôt pour les actes, pour les métiers dits pénibles, effectivement,
si on a un certain nombre d'actes qui sont vus comme pénibles, il pourrait y avoir cette juste reconnaissance. Donc, est-ce que ça va changer les choses pour la rémunération? Normalement, oui, ils doivent en prendre compte. Est-ce que ça va changer les choses pour le départ à la retraite? À ce stade, non, mais c'est déjà cranté au niveau de la loi. Donc si demain il y avait une loi retraite qui disait on prend en compte cette pénibilité, là oui, ça pourrait changer des choses. Donc je dirais que c'est déjà une bonne chose pour la rémunération et c'est un premier jalon de mis pour la suite. Est-ce que cette reconnaissance pourrait-elle améliorer l'attractivité du métier? Oui, oui, parce qu'en fait aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'on a, certes, le métier est attractif, mais on voit bien qu'avec Parcoursup, beaucoup de gens s'arrêtent avant, et on a de nombreux départs, de nombreuses personnes qui ont jeté leur blouse, suite justement à la fois au Covid, au manque d'attractivité, à la pénibilité, à la difficulté. Vous êtes dans un métier, physiquement, vous vous cassez le dos toute la journée, et vous êtes confronté à ce que la plupart des Français ne veulent pas voir, c'est-à-dire la vieillesse, la mort et la souffrance. Vous, c'est votre quotidien. Et ça vous renvoie au vôtre, à votre propre vieillesse qui ne va pas manquer à arriver. Ça va vous renvoyer à votre pénibilité, à votre souffrance et à la mort en général, que ce soit la vôtre ou celle de vos proches. Donc oui, c'est un métier dur. Et donc reconnaître cela, ça va permettre une vraie attractivité. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que la revalorisation sera plus importante pour les IDEL, sachant que les IDEL en structure ont déjà eu le Ségur et pas nous? Alors, je ne sais pas si la revalorisation sera plus importante, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sera prioritaire dans la négociation, vu que là, on a déjà les lettres de cadrage qui sont mises. Donc, effectivement, on va être sur une revalorisation prioritaire pour les IDEL. Pas de médecine du travail pour les IDEL, contrairement aux IDE en structure. Comment donc reconnaître notre pénibilité? Ça, c'est un vrai sujet. Donc, aujourd'hui, sera reconnu acte par acte. Par contre, c'est un vrai sujet à travailler. Il y a d'ailleurs notre projet de loi qui va arriver et qui s'inspire de plusieurs propositions du SILEC. Il faut espérer qu'il y ait aussi des travaux qui soient faits justement sur cette médecine du travail pour les IDEL et comment on pourrait y avoir accès. Ou, encore mieux, comment vous pourriez avoir accès à des infirmiers au travail, peut-être même des infirmiers au travail en pratique avancée, et qui pourraient justement reconnaître tout ça à un moment. Cette émancipation des infirmiers peut passer aussi par l'expertise infirmière qui sera la mieux à même de reconnaître votre pénibilité. On ne reconnaît pas assez l'expertise des infirmiers au travail. Je suis heureux que cette loi reconnaisse un peu mieux l'expertise fondamentale et essentielle des infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il faut aussi aller là-dessus. Comment vont faire les IDEL qui sont dans des déserts médicaux si pas de médecins, pas de MSP? Je le répète, la MSP, c'est pour l'expérimentation. C'est-à-dire que par contre, pour tout ce qui va être accès direct, rôle propre, il n'y a pas besoin de MSP, c'est en direct. En cas de revalorisation, les charges seront-elles impactées? C'est tout le sujet qu'il va falloir travailler, c'est tout le sujet qu'il va falloir faire remonter, et c'est un mal français, moi je suis le premier à le dire. Aujourd'hui, on est tué par les charges. Je vais vous donner une anecdote. Avant de travailler, que ce soit pour l'ordre, pour des fédérations, tout ça, je travaillais à l'hôpital public. Quelle a été la meilleure réforme de l'hôpital public en termes d'attractivité? La défiscalisation des heures supplémentaires. Je vais vous donner, la plupart d'entre vous ont dû connaître, souvent on a le collègue, n'y voyez pas de taquinerie de ma part, mais on a le collègue qui se met en arrêt le samedi, mais pas le dimanche, qui va mieux le dimanche, peut mieux payer, et donc il faut remplacer. Et c'est toujours très dur pour les cadres, pour les administrateurs de garde, de trouver des remplaçants. Quand il y avait cette défiscalisation des heures supplémentaires, on n'avait aucun mal à trouver des remplaçants. Parce que derrière, les gens se disaient, oui, je vais bosser, oui, c'est fatigant, mais derrière, je n'aurai pas ces charges fiscales, et donc, je vais gagner plus. Donc, il y a aussi de l'attractivité fiscale à mettre en place. C'est un des gros sujets ultra importants. Donc, voilà. Comment faire si nous devons un jour faire comme les médecins, à savoir faire grève, alors qu'on a une continuité des soins? Alors en fait, souvent, les médecins, ils disent qu'ils font grève, mais en fait, ils sont réquisitionnés. Donc en fait, ils manifestent. Donc soit c'est sur des jours où ils bossent pas, soit ils mettent le fameux brassard en grève, et ils viennent là-dessus. Alors il faut savoir que ça s'est essoufflé aussi. Quand il y a eu, moi je me souviens de la grande grève sur la loi Touraine et le tiers payant, je crois qu'il y avait 15 000 ou 20 000 personnes qui étaient là. C'était une mobilisation extrêmement forte. Contre la loi Garot, il y a eu entre 3 000 et 4 000, je parle à Paris. Donc, en fait,
Évidemment que les mouvements de grève et de manifestation sont importants, mais il faut le prévoir, et sinon vous risquez effectivement d'être réquisitionné, ce qui s'entend, parce que vos patients ont besoin de soins. Mais c'est pour ça que l'action, je, moi je suis quelqu'un qui préfère l'action institutionnelle, rencontrer les députés, les sénateurs, les sensibiliser à votre pénibilité, démontrer les départs des personnes, occuper le terrain, c'est grâce à ça que vous ferez bouger des lignes. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de médecins députés ou sénateurs avantage-t-il les médecins? Oui, clairement. Alors, pas tous et toutes. Yannick Neuder est médecin, il est ministre, et c'est une des personnes qui s'est le plus battue pour la reconnaissance infirmière. Stéphanie Rist, elle est médecin, et clairement, on pourrait lui ériger une statue. Elle s'est battue incroyablement pour la reconnaissance infirmière, elle s'est battue comme jamais. Donc, il y a beaucoup de députés médecins et de députés sénateurs incroyablement courageux. Et il y en a d'autres, un peu moins. Et effectivement, les attaques qui ont été faites contre la loi infirmière, c'est souvent des personnes appartenant à ce corps de métier. Je ne le redirai jamais assez. Le jour où on aura plus d'infirmiers et d'infirmières, députés, sénateurs, à haut niveau dans les municipalités, parce que souvent, vous le remarquerez, dans les municipalités, l'adjoint à la santé, c'est un médecin. Eh bien, quand ça sera un petit peu plus des infirmiers, eh bien, on aura peut-être un plus grand écho. Votre profession doit être plus représentée dans les décideurs, mais c'est une réforme d'ampleur qu'il faut. C'est-à-dire que demain, c'est une meilleure reconnaissance de votre profession, une meilleure reconnaissance de votre technicité, une meilleure reconnaissance de vos diplômes, de l'universitarisation. Moi, j'embête toujours les infirmiers en disant c'est important de passer par l'université. Alors on va me dire ah oui, mais bon, l'université, c'est pour faire des gens comme vous qui ont fait droit et qui au fond ne sont pas sur le terrain. Non, mais c'est aussi, je le déplore, hein, en France on a cette culture de vous demander, avant de vous demander qu'est-ce que vous savez faire, on vous demande quel est votre diplôme, mais ça fait partie des choses. Donc moi je le dis clairement, il faut prendre exemple sur des personnalités qui sont leaders dans le milieu infirmier, dans ces leaders. Il y a Isabelle Fromentin, je vous conseille d'aller voir son LinkedIn, ce qu'elle fait, qui est une infirmière pionnière dans la recherche, qui bouge les choses, qui est leader. Il y a Brigitte Feuillebois, qui fait partie aussi des personnes qui ont fait bouger des lignes. Il y a Evelyne Malaquin-Pavant aussi. Il y a toutes les infirmières et infirmiers qui sont passés par l'ordre et qui avancent. Et il y a évidemment vos représentants, notamment aussi au SILEC, qui font bouger les choses. C'est s'engager qui est important. S'engager à tout niveau pour qu'à tout niveau de la société, les lignes bougent. C'est ça qui fera bouger des choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait déjà 55 minutes qu'on parle et j'imagine déjà que beaucoup de gens ont envie d'aller dormir, ce que je comprendrai. Donc, est-ce qu'il y a d'autres points particuliers, d'autres questions qui sont intéressantes ou pas? J'attends 2 petites minutes, je vois que ça charge. Alors, 2 petits points et ensuite nous allons aller vers la conclusion. Donc, l'autre point derrière, ce qui a été mis en place, c'est effectivement une expérimentation sur l'accès direct. C'est là où il y a un peu de confusion. Cette expérimentation sur l'accès direct, c'est pas sur le rôle propre. Ça, le rôle propre, c'est pas d'expérimentation. Ça sera une expérimentation dans certains départements où on vous permettra de l'accès direct sur des missions qui sont normalement à prescription par le médecin. Et c'est là où c'est strictement encadré. Donc il faut bien faire la différence sur l'accès direct. Aujourd'hui, un accès direct sur le rôle propre qui est dans la loi, pas expérimentation. Si la loi est publiée telle qu'elle, ça sera bon. Et un autre point d'accès direct sur votre ordre prescrit, là qui est par expérimentation, avant peut-être de passer sur une généralisation sur certains points. Qu'est-ce qui va se passer sur la suite? Donc là, ça part en CMP, commission mixte paritaire. Ils peuvent enlever ou non certaines parties. S'ils sont d'accord, ça repart dans les chambres pour être voté. Et puis après, on continue le parcours. S'ils ne sont pas d'accord, eh bien, ça repart encore, même si procédure accélérée, pour que l'Assemblée nationale ait le dernier mot. Et ça va revoter dans tous les sens. Moi, j'espère et j'appelle de mes voeux à une CMP conclusive qu'on avance vite sur ces points-là. Il y a une autre loi qui est très importante, qui est la proposition de loi Runel et Rodi. On pourrait dire que c'est la loi infirmière numéro 2,
qui notamment prend en compte des demandes du SILEC. Je vous la conseille fortement. Je pense évidemment que le SILEC la publiera. Donc ça sera un nouveau rendez-vous avec à nouveau des prises en charge, une vraie vision sur l'aspect financier ou autre. Donc c'est bien, ça veut dire que le sujet infirmier va perdurer. Et bientôt, il y a un colloque très ambitieux qui est fait par le SILEC et je remercie le SILEC de m'y avoir convié pour être, alors je parlerai moins ce colloque, je rassure tout le monde, je serai celui qui passe les plats comme on dit, donc je poserai les questions aux intervenants. Donc le colloque est le 23 juin, il est au Sénat. Et il y a de nombreux parlementaires, mais aussi des professionnels du milieu qui seront présents. Et ça fait partie de la reconnaissance. Est-ce qu'il y a quelques années, on aurait pensé que le Sénat, en son sein, ferait véritablement un colloque sur le sujet infirmier? Moi, je trouve ça magnifique. Et c'est peut-être le mot de la fin. Moi, je tiens vraiment à remercier les parlementaires, parce que les parlementaires ont vraiment réussi à remercier, caractériser la profession infirmière en disant qu'il était temps. Et en fait, ils vous ont donné, alors je sais qu'il y a l'aspect financier que vous attendez, mais déjà le fait d'encadrer par la loi votre profession qui ne l'était pas. Le fait de dire que le sujet infirmier est prioritaire. Le fait de dire qu'il faut se battre pour une reconnaissance et une revalorisation et qu'il en va de l'honneur de la nation. C'est que enfin la nation française vous reconnaît à votre juste titre. Vous allez me dire, il était temps. Oui, il était temps. Mais enfin, la nation française a pris le temps de se poser, de dire, la priorité, c'est de reconnaître les infirmiers et les infirmières, et aussi, par ce biais-là, de reconnaître les patients que vous prenez en charge. Parce que vous, que ce soit à l'hôpital, mais surtout en libéral, vous allez sur les territoires où personne ne va. Vous allez voir les personnes qui sont les plus reculés, les oubliés de la société, ceux qui sont dans la fracture numérique. Quand il y a eu le Covid et qu'il y a eu beaucoup de fermetures de cabinets, vous n'avez pas fermé votre cabinet, vous y êtes allé. Et les infirmiers et les infirmières ont payé le prix du sang lors du Covid. Il était grand temps que la nation vous reconnaisse et j'espère véritablement que la CMP sera conclusive et que derrière les négociations conventionnelles ne viendront pas casser ce travail, mais au contraire, l'enrichir et le valoriser. C'est ce que je vous souhaite le plus. Ça fait 1 heure de live. Je vais vous remercier. Je remercie le SILEC de m'avoir convié, de m'avoir permis de parler pendant ce temps et de m'avoir envoyé des questions. Et je vous souhaite, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, non pas une belle journée internationale des infirmières, mais je vous souhaite une bonne CMP. Je vous remercie.